Monsieur le Président, merci d'abord de nous faire l'honneur d'être avec nous pour votre premier voyage à Riyad et de faire l'honneur de partager avec notre audience, qui sont pour beaucoup des investisseurs, comment va l'Afrique aujourd'hui, comment va le Sénégal. Et vous avez lancé il y a quelques jours, j'ai presque envie de dire, quelques semaines après votre élection, un plan très ambitieux. Et en Arabie Saoudite, on aime les plans qui sont visionnaires. Vous savez que la roadmap, comme on dit ici en Arabie Saoudite, c'est Vision 2030, la vision 2030 qui a été mise en place. Et vous avez lancé il n'y a pas longtemps la vision 2050 pour le Sénégal. Pouvez-vous partager avec nous ce que sont les principales priorités pour atteindre cette croissance durable d'ici 2050 et surtout comment, Monsieur le Président, le pays se prépare à intégrer les investissements étrangers pour appuyer cette transformation? Merci beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez, que vous offrez au Sénégal de façon plus globale pour rencontrer des investisseurs potentiels, mais surtout partager, après l'avoir fait avec le peuple sénégalais, cette vision 2050 qui repose sur 4 piliers fondamentaux. Comme vous le savez, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir il y a de cela 7 mois, nous avons décidé de sortir de la logique des urgences électoralistes et de nous dire qu'il nous faut regarder très loin pour pouvoir mieux planifier et pouvoir prendre en charge de façon beaucoup plus large les préoccupations, mais surtout dans le cadre des solutions que nous devons trouver. Nous avons remarqué que, de base, au Sénégal, nous avons, comme partout ailleurs en Afrique d'ailleurs, des ressources minières et minéralières importantes, mais qui sont exportées tout le temps à l'état de matières premières, n'offrant pas au pays l'opportunité de les transformer sur place et donc d'ajouter de la valeur. Et nous avons dit qu'il nous faut inverser ce cycle. Et c'est la base de la transformation systémique de notre économie sur laquelle repose la vision 2050. Nous avons dit qu'il nous faut d'abord commencer par transformer sur place les matières premières, ajouter de la valeur, exporter et rééquilibrer la balance commerciale du pays. Évidemment, cela ne sera se faire que lorsque nous aurons des industries capables de transformer ces matières premières. Qui dit cela dit énergie. Mais le monde en est aujourd'hui à une préoccupation climatique importante qui nous impose des défis écologiques. Et nous avons dit le deuxième pilier, donc, c'est faire en sorte que nous ayons une énergie beaucoup plus accessible, beaucoup plus verte, pour avoir une économie qui soit à la fois durable mais résiliente. Mais quand on parle de transformation, quand on parle d'industrie, il faut que ces industries-là puissent être accueillies dans un cadre favorable pour l'investissement. Et c'est cela qui a motivé ces dernières années l'éclosion de zones économiques spéciales sur lesquelles travaille depuis quelques années l'Agence de promotion des investissements pour donner le meilleur climat, mais surtout les meilleures opportunités à ces investisseurs-là d'arriver dans le pays à des conditions favorables. Et l'Agence de promotion des investissements est en train de faire un excellent travail en augmentant les zones économiques spéciales, en les rendant beaucoup plus attrayantes pour les investisseurs. Mais tout ça ne se fera pas sans un capital humain de qualité. Parce que dans ces industries, il faut bien qu'il y ait des travailleurs qui soient qualifiés avec une main-d'œuvre à bas coût. Et voilà pourquoi nous avons redéfini le plan scolaire ou en tout cas la formation des jeunes en investissant plus dans la formation professionnelle, dans la formation technique pour faire en sorte que le marché de l'emploi colle au curricula dans lesquels ces jeunes-là sont formés. Si donc on retrace ces 4 piliers-là, vous verrez évidemment que nous sommes dans une logique transformatrice qui bouleverse totalement les créneaux dans le cadre desquels nous étions en train de travailler. Précisément, Monsieur le Président, rappelons quelques chiffres sur la jeunesse, les chiffres, la démographie au Sénégal notamment. Nous en parlions il y a quelques instants. Effectivement, le Sénégal est un pays très jeune. C'est à l'image de l'Afrique. Hein. Nous sommes 18 millions, mais dans ces 18 millions, les 9 millions ont entre 18 et 19 ans, un âge médian de 19 ans. 75% de la population sénégalaise aujourd'hui est composée de personnes qui ont moins de 35 ans.
Vous voyez donc que c'est une population extrêmement jeune. Et dans la projection de l'agenda 2050, nous serons à peu près entre 38 millions et 40 millions. Autant dire que la population va doubler. 38 millions pour un continent qui, vous me le disiez il y a quelques instants, aura 2,5 milliards d'individus, c'est ça? C'est en cela que l'Afrique représente le futur. Parce qu'une population de 2 milliards 500 millions de personnes, avec autant de ressources, une jeunesse qui est ouverte aux technologies de l'information et de la communication, des leaders conscients qu'il faut qu'ils forment cette jeunesse-là pour que la main-d'œuvre soit qualifiée, un continent où tout est à bâtir sur le plan des défis énergétiques, des infrastructures. Évidemment, l'Afrique, c'est le futur sous ce rapport-là. Et voilà en quoi il est important pour les investisseurs de regarder de plus près l'Afrique, mais avec un œil de projection sur ces 2 milliards 500 millions de personnes. Pour le cas du Sénégal, nous sommes par exemple dans une communauté qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est un marché de plus de 400 millions de personnes. Donc à l'horizon 2050, ce sera plus de 1 milliard de personnes où il y a une libre circulation des personnes et des biens qui en fait un marché commun. Et quand vous investissez par exemple dans un pays comme le Sénégal qui a une ouverture sur l'océan, qui a une stabilité politique, mais vous investissez sur un marché de près d'1 milliard de personnes à l'horizon 2050. Et 2050, c'est demain. On se rappelle tous du passage à l'an 2000, c'était hier. Donc, c'est bien de le souligner, Monsieur le Président. Dans le cadre, vous avez défini le cadre de la vision 2050. Est-ce qu'on peut être un peu plus spécifique sur comment vous allez diversifier votre économie et surtout quels sont les secteurs prioritaires pour nos investisseurs qui souhaiteraient investir au Sénégal en particulier? C'est en cela que vous voyez que tout est connecté. Quand on parle de diversification économique, nous parlions tout à l'heure de jeunesse. Qui parle de jeunesse aujourd'hui parle d'hyperconnectivité, d'attirance presque innée à ce que sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Récemment, à l'Assemblée générale des Nations Unies, après l'Assemblée générale, je me suis rendu à la Silicon Valley. Pourquoi faire? Pour plaider et vendre un rêve que nous avons à cœur de réaliser dans les meilleurs délais d'un hub technologique au Sénégal dans le cadre d'un New Deal technologique. Le New Deal technologique consiste à dire à toutes ces entreprises des GAFAM et de toute autre entreprise de la FinTech mondiale, vous avez un pays où la jeunesse est extrêmement portée vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et nous avons des champions locaux, mais nous avons aussi des champions qui ont pris presque naissance au Sénégal, qui se sont ouverts très rapidement en Afrique. Le New Deal technologique consiste à prendre ces champions-là, à les donner comme modèle, à les sublimer, à donner aux jeunes la possibilité, comptant sur l'intelligence artificielle, leur attrait par rapport à cette technologie-là et le potentiel qu'ils ont de pouvoir véritablement les amener vers des métiers numériques qui offrent beaucoup de potentiel. À côté du numérique, vous avez l'agriculture. 2 milliards 500 000 bouches à nourrir le matin, à midi et le soir. Donc évidemment qu'il nous faut investir énormément dans l'agriculture pour la souveraineté alimentaire de nos pays et donc de ces 2 milliards 500 millions de personnes et même d'autres parties du monde parce qu'il faut penser être excédentaire et évidemment exporter. À part la sécurité alimentaire, l'agriculture, la technologie, l'énergie aussi, non? Ah oui. Le Sénégal va devenir bientôt une puissance énergétique. Nous sommes aujourd'hui à 110 francs le kilowattheure. Notre ambition quand on est arrivé, c'est de faire que le kilowattheure baisse au moins jusqu'à 60%. Et au niveau de l'Agence de promotion des investissements, nous avons un projet phare de près de 4 gigawatts d'énergie solaire. Nous sommes en train d'explorer tous les créneaux pour pouvoir avoir une énergie beaucoup plus propre, mais surtout à moindre coût. Mais l'un des projets aussi qui peut aller très rapidement, c'est qu'on a récemment découvert beaucoup de gaz offshore au Sénégal. Et nous cherchons un troisième partenaire pour ce gaz-là. C'est d'autant plus important pour nous que ce gaz-là ouvre des perspectives pour l'agriculture parce que c'est connecté après le gaz to power pour baisser la facture énergétique, mais c'est connecté à des usines de durée pour avoir une agriculture beaucoup plus performante. Donc il y a une certaine connectivité entre aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire sur le plan de l'énergie,
mais que nous essayons de socler aussi à ce qui doit booster l'agriculture, notamment la production d'engrais, d'urée et avec le phosphate. Monsieur le Président, comment les investisseurs peuvent accompagner tous vos projets industriels, diversification économique, en appuyant ce qui est le plus important, le capital humain? Nous sommes en train de booster des initiatives qui existaient et de concevoir de nouvelles initiatives pour pouvoir toucher le maximum de jeunes et de femmes. Au Sénégal, chaque jeune que vous voyez est porteur d'un projet. Chaque femme que vous voyez est porteuse d'un projet. On dit chez nous que c'est les femmes qui se réveillent à 5 heures du matin pour aller prendre le poisson des marailleurs et le revendre au marché pour pouvoir soutenir la famille. Autant dire qu'elles sont très battantes. Et les jeunes aussi portent toujours un rêve de soutenir la famille, de prendre le relais. Donc c'est des jeunes qui se battent du matin au soir. Et après les avoir formés et qu'ils ont maintenant des projets, il faut pouvoir financer ces projets-là. Nous avons au Sénégal mis en place ce que nous avons appelé une agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes. Mais surtout, nous promouvons l'auto-emploi des jeunes à travers une délégation. Et à travers cette délégation, nous finançons des projets portés par des jeunes et par des femmes, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, de l'agriculture, mais aussi d'autres initiatives que les jeunes et les femmes portent et qui sont en besoin de financement. Et nous sommes quand même en train de booster ça et de voir des jeunes surtout mettre en place des structures qui commencent à grandir, de voir des femmes qui sont dans un leadership à travers la mise en place de structures aussi qui grandissent dans la transformation des céréales qui sont aujourd'hui utilisées par des femmes transformatrices et qui les revendent à des supermarchés, qui les revendent à une clientèle qui jadis importait de tels produits. Donc nous sommes en train d'avancer et les investisseurs aujourd'hui, quand ils arrivent au Sénégal, ont toujours forcément, quand ils se rapprochent de l'APEX, qui essaie d'avoir un agrégateur des projets à financer, des jeunes avec lesquels ils peuvent aller ensemble et des femmes aussi qu'ils peuvent financer. Le Sénégal va bientôt accueillir les Jeux mondiaux, je crois, de la jeunesse, non? Jeux olympiques de la jeunesse. Les Jeux olympiques de la jeunesse. Vous pouvez nous en dire quelques mots? En 2026, le Sénégal sera la capitale mondiale de l'olympisme. Nous avons pris le relais pour ce qui est de la phase des Jeux olympiques de la jeunesse. Et le pays est en train de se préparer. Comme vous le savez, c'est un pays de sport, c'est un pays d'ambiance, c'est un pays de rythme. Et récemment, le comité international olympique est passé à Dakar avec son président pour voir où est-ce qu'on en était. Et ils sont totalement satisfaits du niveau d'avancement des engagements qui sont pris par le Sénégal. Ils sont arrivés juste au moment où nous avons tenu un conseil interministériel réservé aux Jeux. Et sur le plan de la communication, le comité d'organisation des Jeux a lancé un concours national auprès des jeunes pour la mascotte des Jeux. Et bientôt, ce sera dévoilé et ce sera certainement le coup d'envoi de la communication tous azimuts. Maintenant, nous sommes en train de préparer les athlètes, de préparer les infrastructures d'hébergement, de transport. Le TR, le train express régional qui s'était limité à Diamniadio, va aller maintenant jusqu'à l'aéroport. Et nous sommes en train, en même temps, d'acheter de nouvelles rames pour pouvoir assurer le transport. Mais dans la nouvelle ville de Diamniadio aussi, c'est tous des complexes qui arrivent pour pouvoir héberger, notamment sur le plan hôtelier. Donner en tout cas, bref, parce que nous attendons près de 7500 athlètes et près de 1500 encadreurs. Et c'est une formidable opportunité d'ailleurs de voir ce que la nouvelle ville de Diamniadio est en train de devenir et de pouvoir accompagner ça comme réponse à ce que les Jeux doivent donner avec tout ce beau monde-là qui arrive. C'est un moment magnifique. J'ai eu le plaisir d'être actif dans les Jeux olympiques de la jeunesse en Argentine. Tout le pays était en fête, donc je devine déjà comment le Sénégal va accueillir ces Jeux. Un dernier point, Monsieur le Président. On ne peut pas parler de transformation économique, de diversification économique, sans parler de stabilité et de leadership régional. Donc, quel rôle compte jouer votre pays, votre gouvernement, si je puis dire, face à tous ces défis aujourd'hui de la paix, de la sécurité, pour qu'il y ait un environnement favorable et stable pour les investisseurs? Pour être tout à fait franc, tout le monde se pose toujours la question de est-ce que je dois investir en Afrique malgré les conflits? Comment rassurer sur la stabilité régionale et ce leadership que vous êtes en train d'incarner?
C'est tout à fait normal quand on regarde l'historique des changements